Bonjour à tous. Merci à tous ceux qui se connectent. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Très contente de vous retrouver. Merci à tous. Bonjour Yayato Traoré, bonjour à toi, Konate Beya. Bonjour à tous, merci. Bonjour à tous, merci. Et puis je suis très contente de vous retrouver. Le temps de partager. Nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité politique et sociale dans notre pays. Une semaine, Mukendi Kone, bonjour. Oui, ça fait une semaine de repos, une semaine de retrait. Une semaine de retrait pour observer de loin, observer avec un peu de distance l'actualité politique et sociale de notre pays. Donc, j'ai quand même pris une semaine de recul. Voilà, je suis très contente de revenir parmi vous, d'être avec vous et de pouvoir partager avec vous mes analyses. Akissi, ma princesse Eva, merci à toi. Je suis très contente d'être parmi vous, comme je le dis, et de partager avec vous mes analyses, hein, qui sont mes analyses, je ne dis pas que mes analyses sont les bonnes, mais en tout cas, je sais de faire mes analyses en fonction de ce que j'estime être juste pour l'intérêt général. Donc, une semaine de retrait pour pouvoir observer comme ça, de loin, observer l'actualité, observer les événements, que ce soit politique, que ce soit des événements au niveau de la société, de la population. Mais c'était quand même très bien de pouvoir partager ces moments avec tout le monde, de regarder à distance comment les choses se passent, d'observer aussi, d'observer le niveau du débat, voilà, d'observer le niveau du débat, d'observer l'actualité, que ce soit dans notre pays, la Côte d'Ivoire, que ce soit dans la diaspora, que ce soit sur les réseaux sociaux. C'était aussi important pour moi d'avoir un petit recul pour pouvoir voir de loin les choses et puis d'apprécier, de ne pas apprécier, enfin de faire un tour d'horizon avec vous. Donc je vous emmène dans mon tour d'horizon. Mes amis, comme à notre habitude, on va partir toujours, je vous l'ai toujours dit, on partira en musique. Comme toujours, on partira en musique pour pouvoir... on partira en musique, la musique comme me donne le punch, l'opium, c'est la musique, c'est aussi ça fait partie de moi, la musique, c'est aussi une passion. Donc on va partir en musique le temps que nos amis se connectent. Je retourne dans mes débuts avec Flavor, un chanteur du Nigeria. Merci à tous, je suis très contente de vous avoir retrouvé. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont là. Et je salue tout Abidjan, je salue toute l'Afrique, je salue la diaspora ivoirienne, je salue la diaspora ivoirienne du côté de l'Occident, donc de la France, de l'Europe, la diaspora ivoirienne du côté des États-Unis, je vous salue fraternellement, la diaspora ivoirienne du côté de l'Asie, donc du Japon, de la Corée, de la Thaïlande, je vous salue fraternellement, de la Chine, je vous salue, la diaspora ivoirienne du côté de l'Afrique, oui, du côté de l'Afrique, de l'Arabie Saoudite, de Dubaï, du Liban, donc j'embrasse ma soeur, chère soeur, si elle m'écoute, je l'embrasse très très fort, elle n'aime pas que je dise trop son nom, je l'embrasse très très fort, Moïsia, je t'embrasse, je suis quand même ton nom, Moïsia c'est vaste, donc Moïsia c'est un nom quand même un peu commun, donc je t'embrasse très très fort, je salue tous les Ivoiriens, je salue l'opposition ivoirienne, oui, parce que nous allons parler de l'opposition ivoirienne. Je salue le gouvernement ivoirien. Oui, nous allons parler aussi du gouvernement ivoirien. Je salue le président de la République. Oui, nous allons parler un peu du président de la République. Comme je vous l'ai dit, on va faire un tour d'horizon. Je salue tous les
tous mes amis, tous mes followers, tous mes adversaires, parce que ce ne sont pas mes ennemis, ce sont des adversaires d'idées. Je dis bien adversaires d'idées, je vous salue. Merci à tout le monde. J'ai pris une semaine de recul, une semaine de retrait. Je ne dirais pas recul, ce n'est pas le mot adapté, ce n'est pas le mot adéquat. Ahmed Stevie, salut à toi. Boubacar Touré, je te salue très très fort du côté des États-Unis. Boubacar Touré, le seul Odineka. Bon, ne vous fâchez pas les Odineka, hein, parce que les Tourés aiment tellement Odiné qu'on oublie les Silla parfois. Il y a aussi les Silla à Odiné. Donc je vous salue très très fort, tous mes amis à vous, je vous salue. Abi Sangaré, je vous salue. Mes amis, j'ai pris un moment de retrait pour observer un peu l'actualité et observer, je dis, le niveau du débat. Observer le débat sur les réseaux sociaux, ça fait du bien. Ça fait du bien de temps en temps de prendre un peu de recul comme ça pour regarder, observer aussi les autres, pour voir un peu le niveau du débat. Est-ce que le débat est le débat que les Ivoiriens attendent? Est-ce que le débat est le débat que la population ivoirienne attend pour 2020? Est-ce que le débat est le débat à l'ordre du jour? Est-ce que le débat fait partie des préoccupations de nos concitoyens? Parce que analyser les sujets des sociétés, c'est penser à la population, c'est penser aux citoyens, c'est penser à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Quand on a la chance d'être sur les réseaux sociaux, quand on a la chance, ne serait-ce que pour être écouté, ne serait-ce que par 100 personnes, par 500 personnes, par 1000 personnes, quand on a, c'est une chance, oui, parce que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir 5000 vues, 10 000 vues. Donc on a la chance d'avoir ces vues, ça veut dire derrière ces vues, il y a des hommes et des femmes derrière ces vues. Donc quand on a la chance d'avoir 5000 à 10 000 personnes qui vous écoutent, je pense que cette chance, nous devons savoir l'utiliser dans le bon sens afin que ça puisse se servir à l'intérêt commun, à l'intérêt des Ivoiriens, à l'intérêt de la Côte d'Ivoire, à l'intérêt de tous les citoyens, à l'intérêt du continent et à notre propre intérêt à nous. Oui, parce que nous faisons partie aussi de cette société-là que nous-mêmes, que nous décrions être pas juste, être pas honnête, être injuste et tout ce qu'on veut, tous les mots qu'on peut attribuer à la société. C'est pour ça que j'ai pris cette semaine de recul pour pouvoir réfléchir, analyser comment je peux être utile dans le débat politique, dans le débat social. C'est vrai que une fois par semaine ou 2 fois par semaine, même 3 fois par semaine, j'analyse les sujets de société. C'est bien, il est bien beau d'avoir des idées de paix, mais à un moment donné, il faut réfléchir et dire, mais ces idées de paix, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de toutes ces idées de paix? Comment j'optimise ces idées de paix? Qu'est-ce que je peux en faire? Et qu'est-ce que nous pouvons en faire, ces idées de paix? Je ne suis pas seul à participer sur cette page. Si je suis toujours sur la page idées de paix, c'est parce que vous êtes là. Donc, avec vous, j'ai pris du recul et réfléchi. J'ai lu les commentaires, je parcours souvent les pages, je regarde et je recherche, j'observe. Est-ce que dans la société ivoirienne, les citoyens que nous sommes, au-delà d'être des militants de partis politiques, nous sommes des citoyens ivoiriens d'abord. Au-delà d'être des militants ou des passionnés de clans politiques ou de partis politiques ou de personnages politiques, nous sommes avant tout des Ivoiriens. Nous sommes une communauté, la communauté ivoirienne. Donc nous sommes des citoyens ivoiriens. Sur chaque pièce d'identité, c'est écrit citoyen ivoirien. Ce n'est pas écrit militant politique. Ce n'est pas écrit endoctriné politique. Ce n'est pas écrit passionné politique. C'est écrit citoyen ivoirien. Donc, quel est aujourd'hui l'enjeu, les défis, la préoccupation? De quoi parlons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous saisir de quels sujets? Les sujets de société. Nous allons parler de quoi? Nous allons débattre sur quoi? Quelles sont les préoccupations de nos concitoyens? Nous qui vivons en Europe, qui avons cette chance. Je dis toujours c'est une chance. Sortir du pays, aller à voir ailleurs est une chance. C'est-à-dire c'est un plus à notre connaissance, à notre culture. Apprendre la culture des autres est toujours une chance. C'est une chance que nous devons utiliser correctement, convenablement, intelligemment pour pouvoir être utile dans nos différents pays d'origine et pour être utile
en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Nous voulons une paix pour notre pays. Réfléchissons, regardons chez les autres comment ils ont réussi la paix. Nous voulons l'égalité pour tous dans notre pays. Regardons chez les autres comment ils ont réussi l'égalité pour tous. Nous voulons l'éducation pour tous dans notre pays. Regardons chez les autres comment ils ont réussi l'éducation pour tous. Nous voulons la santé pour tous dans notre pays. Regardons chez les autres comment ils ont réussi la santé pour tous. Nous voulons que chaque Ivoirien soit logé dignement. Regardons chez les autres comment ils ont réussi la politique sociale, la politique du logement qui permet à chaque citoyen, à chaque résident, à chaque individu, on va dire, vivant en France, de vivre dignement. Nous voulons le bien de la majorité de tous les Ivoiriens et que les fils du Nord ne soient pas lésés ou les fils du Nord ne soient pas en priorité sur les fils de l'Ouest. Et que les fils de l'Ouest ne soient pas lésés ou les fils de l'Ouest ne soient pas en priorité sur les fils du Sud. Et que toute la Côte d'Ivoire, les enfants de la Côte d'Ivoire soient tous égaux. Donc voilà mon rêve. Moi, mon rêve pour la Côte d'Ivoire. Mon rêve, c'est comment être utile pour faire avancer le débat. Comment être utile pour susciter le débat. Parfois, je suscite le débat et je suis consciente que je suscite le débat. Je suis consciente que ça va heurter des sensibilités. Oui, mais c'est fait exprès. Je suscite le débat juste pour heurter aussi, pour bousculer les consciences, pour dire, voilà, réveillez-vous, ouvrez les oreilles, écoutez. Écoutez, il y a autour de vous ceux qui ne se sentent pas bien. Il y a autour de vous ceux qui se sentent lésés. Il y a autour de vous ceux qui se sentent exclus. Il y a autour de vous ceux qui sont en colère. Tous ceux qui se sentent exclus, qui sont en colère, qui se sentent lésés, font tous partie de la nation ivoirienne. Et en tant que citoyenne engagée, libre, je me dois de respecter ce devoir de citoyenneté vis-à-vis de mes concitoyens. Donc mes amis, j'ai pris vraiment ce recul pour observer un peu l'actualité sur les réseaux sociaux, les débats, l'actualité politique, l'actualité sociale. Je voulais faire un bref résumé sur commencer par ce que je trouve malheureux, cette actualité sur les réseaux sociaux. Je vois sur les réseaux sociaux un certain nombre de groupes. J'observe trois groupes de trois personnalités politiques, trois groupes de trois partis politiques, c'est-à-dire on a résumé l'histoire de notre pays, c'est-à-dire l'avenir de notre pays. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous avons résumé l'avenir, notre propre avenir et l'avenir de nos enfants. Monsieur Nyempo Bété, salut à vous. Bakayo Kobaki, salut à vous. Egue Agmel, salut à vous. Et donc, j'observe qu'il y a trois groupes. Et que dans ces trois groupes, il y a des radicaux. Dans chaque groupe, dans chaque clan, il y a des radicaux. On a le groupe qu'on appelle pro-ado, qui est le groupe pro-RDR. Il y a aussi des radicaux pro-ado. On a le groupe pro-Gbagbo. Il y a aussi des radicaux pro-Gbagbo. Il y a des groupes pro-Bédié. Il y a aussi des radicaux pro-Bédié. Heureusement que tous les pro-ado ne sont pas des radicaux. Heureusement que tous les pro-Gbagbo ne sont pas des radicaux. Heureusement que tous les pro-Bédié ne sont pas des radicaux. Mais malheureusement, on a un débat figé, catalogué sur des pros, des radicaux. C'est-à-dire, on suscite un débat. Des pro-ados rêvent d'une seule chose, c'est-à-dire les radicaux pro-ados rêvent d'une seule chose, que on attaque des pro-Gbagbo, c'est-à-dire des radicaux pro-Gbagbo. On va taper sur Gbagbo. Et puis vous allez voir les radicaux pro-Ado. Ils sont très contents. Oh là là, c'est excitant. Là, ça plaît. Parce qu'on tape sur Gbagbo, c'est très chic, c'est excitant. Pour moi, le débat se limite à ça. C'est-à-dire l'horizon 2020, c'est il faut attaquer Gbagbo. Ils sont très contents. Ils sont heureux. Ils ont oublié le sens même du mouvement, du rassemblement dont rêve Alassane Ouattara, qui est le président de la République et qui est le président du RHDP, dont ils se réclament. Ils ont oublié que Alassane Ouattara lui rêve d'un rassemblement.
Mais quand on rêve, quand ton leader rêve d'un rassemblement, que toi-même, tu es pro-ado et que tu es radical, tu es buté, pour toi, tu mets ado, c'est-à-dire tu le mets carrément souvent au-dessus de Dieu. Tu crois qu'il est au-dessus de Dieu. Donc pour toi, c'est ado, on ne doit pas parler de lui, on ne doit pas le critiquer, on ne doit pas dire son nom. Tous ceux qui disent des choses qui ne te plaisent pas forcément, hop, tu y vas, tu attaques. Tu attaques, il faut attaquer. Il faut attaquer. Et les gens sont contents. Et ça court là-bas, ça va. Ah, c'est intéressant. Là, c'est intéressant, tu attaques. Bon, tu oublies le sens de rassemblement. Alassane Ouattara rêve d'une chose. Il rêve d'un rassemblement. Toi, tu es radicalisé dans ta tête. Tu vois, mon fiston Béranger Mathias, je t'embrasse, salut à toi. Tu vois le pro-Gbagbo radicalisé comme ton ennemi à abattre. Donc tu es prêt à aller au combat. Est-ce que toi-même, ce pro-ado radicalisé, est-ce que tu es prêt pour le rassemblement dont rêve Alassane Ouattara? Ça, c'est une question. Est-ce que tu es prêt, toi-même? Est-ce que ta conscience te gronde parfois ou pas? Est-ce que tu te regardes dans la glace pour dire, mais mon leader Alassane Ouattara rêve du rassemblement. Est-ce que moi-même, je suis prêt même pour ce rassemblement? Est-ce que moi-même, j'ai la démarche du rassemblement? Est-ce que moi-même, j'ai le courage du rassemblement? Est-ce que moi-même, je pose des actes pour aller dans le sens du rassemblement? Le rassemblement, ça peut se résumer à une baguette de pain. La capacité à partager le pain avec tous tes frères. Parce que les pro-Gbagbo qui sont radicalisés sont tes frères. Les pro-Bédié sont tes frères. Est-ce que tu es prêt à partager cette baguette de pain avec tous tes frères? C'est ça le sens du rassemblement. Le rassemblement, en gros, c'est la fraternité, la solidarité. C'est ça le rassemblement. Est-ce que tu es prêt à cela? Ça fait le cas des pro-ados radicaux. Venons aux pro-Gbagbo radicaux. Ils sont aussi butés. Eux, c'est Gbagbo ou rien. Si ce n'est pas Gbagbo, il n'y a personne d'autre. La Côte d'Ivoire, c'est limite à un homme, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo, si ce n'est pas Gbagbo, tous ceux qui sont là sont à tuer. Même s'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la force de tuer, mais eux, dans la tête, dans les paroles, dans les messages, dans tout ce qu'ils vont dire, il faut tuer les pro-ados. Ils sont dans cette logique. Est-ce que c'est le débat que les Ivoiriens attendent? Est-ce que c'est le sujet, c'est le débat que la Côte d'Ivoire attend pour 2020? Est-ce que le débat, c'est que chacun vienne exprimer sa haine de l'autre? Est-ce que c'est ça le débat pour 2020? Tu as ces radicalisés pro-Gbagbo qui disent, voilà, tout leur discours, ils n'ont pas la capacité de se poser, d'analyser, de réfléchir, de prendre du recul, de dire, oui, ok. C'est vrai, c'est un pro-ado, il est radicalisé, c'est un radical, mais c'est mon frère. Je peux dialoguer avec lui. Mais c'est mon frère, je peux parler avec lui. Est-ce que toi, ce pro-Gbagbo là, qui est buté là, tu es capable de débloquer un peu et de dire, je vais m'ouvrir aux autres? Au fait, on n'est pas d'accord sur l'interprétation sur certains sujets, mais au-delà de tout, c'est mon frère. C'est dans les désaccords qu'on réussit à construire ce qui est fort et ce qui nous unit. Dans les désaccords, chacun pose ses désaccords. Et c'est dans ces désaccords, on trouve ce qui nous unit. Pour dire, on va être fort autour de ce qui nous unit. Est-ce que toi, se radicaliser pro-Gbagbo, tu es capable de ça? Mais tu as des slogans. Gbagbo, c'est le multipartisme. Gbagbo, c'est le dialogue. Asseyons-nous et discutons. Mais tu n'es pas capable de t'asseoir pour discuter avec quelqu'un, avec un pro-ado. Tu n'es pas capable de t'asseoir pour dialoguer avec un pro-ado. Mais tu dis que tu te réfères à Gbagbo, qui lui est le père du multipartisme, et lui est le père du dialogue, qui lui a le slogan « Asseyons-nous et discutons ». Est-ce que toi, le pro-Gbagbo, tu es capable de t'asseoir pour discuter avec ton frère pro-ado? Donc, chacun est face à son cas de conscience. Toi, ce pro-Gbagbo, tu proposes quoi pour 2020? Dans ton débat, dans tes analyses, tu attends quoi de 2020? De venir parler de haine,
de venir parler de vengeance, de venir parler du désamour des uns des autres, du rejet de l'autre, où tu es prêt à proposer un projet de société dans lequel tu inclus tous les Ivoiriens sans exception. Tu inclus les pro-ados. Est-ce que tu es prêt à cela? Que chacun se regarde dans la glace et se dise, mais de quoi je suis capable? Est-ce que je suis capable de participer à la construction de la paix dans mon pays? Et puis, on a des pro-bédiers qui, eux, attendent une seule chose, le retour du pouvoir. Nous, les pro-bédiers, les radicaux du pro-bédier, on nous a chassés du pouvoir, c'est vrai. Gbagbo, malgré qu'il ait partagé le pouvoir, mais il a fait 10 ans de pouvoir. Alassane Ouattara est en train de finir il est dans sa 10e année de pouvoir. Bédier n'a pas fait 10 ans de pouvoir, donc il reste peut-être 3 ans pour Bédier. Donc, il y a des radicaux pro-Bédier qui, eux, dans leur entendement, dans leur esprit, attendent une seule chose. Malgré qu'ils aient partagé pleinement le pouvoir avec Alassane Ouattara, ils ne sont pas satisfaits. Ils ne veulent pas. Ils veulent forcément le retour du Sphane de Daoukro dans la chaise royale pour pouvoir satisfaire tout le monde. C'est-à-dire, ce PDCI-RDA qui a fêté ses 73 ans, si je ne me trompe pas, qui est un grand parti politique, le premier parti politique de Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA, dans l'attente de revenir au pouvoir pour honorer, peut-être honorer Bédier dans leur imagination, se disent, Bédier a été humilié par un coup d'État, il faut ramener Bédier au pouvoir, l'honorer avant qu'il ne quitte la terre des vivants. Le vieux Bédier, je te souhaite très longue vie, ce n'est pas mon intention, parce qu'en ce moment, les interprétations y vont, on va dire une chose, c'est mal déformé, ce n'est pas mon intention, je le dis clairement, ce n'est pas mon intention, je te souhaite encore une très longue vie, toi et ta bibiche. Mais, les radicaux du PDCI-RDA attendent une chose, que Bédier revienne au pouvoir pour pouvoir venir s'asseoir à nouveau. Mais, à vous, mes frères du PDCI-RDA, le PDCI est un grand parti politique. Et le premier parti de Côte d'Ivoire. Il y a une jeunesse compétente au PDCI. Il y a des compétences au PDCI-RDA. Il y a des intelligents. Il y a une intelligence au PDCI-RDA. À force de vouloir honorer, entre guillemets, Bédier, vous tuez l'intelligence du PDCI. Vous tuez cette jeunesse du PDCI. Vous tuez la relève. À tel point que la relève est en train de vieillir avec les vieux. Est-ce qu'au PDCI-RDA, vous êtes capable de mettre l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien, de tous les Ivoiriens sans distinction? Oubliez votre vengeance et votre haine et de penser, de placer la Côte d'Ivoire au cœur de votre préoccupation. Que chacun se regarde dans la glace. Que voulons-nous pour 2020? Que chacun se regarde dans la glace. Qu'attendons-nous des hommes politiques? Nous, les citoyens ivoiriens. Nous, les dépassionnés. Oui, parce que nous sommes des dépassionnés. Nous devons mener un vrai débat de société. Nous devons susciter le débat. Nous devons obliger les hommes politiques, la classe politique, à participer au débat. J'ai le sentiment qu'on nous trimballe dans un faux débat. On nous embobine dans un faux débat pour fuir les vrais sujets, les questions sociétales. Pour fuir, pour éviter d'aborder les préoccupations de la grande majorité des Ivoiriens. Donc, pendant une semaine, j'ai pris du retrait et j'ai observé les débats. Ce sont des débats de personnes. Ce ne sont pas des débats d'idées. Voilà. Ce ne sont pas des débats d'idées, des débats de personnes.
un tel a insulté l'autre, on est content, on est là-bas, on est content. On organise des débats où, bon, des pro-Ouattara peuvent appeler pour insulter des pro-Gbagbo. Et puis on est content. Ou bien, des pro-Gbagbo organisent des débats où des pro-Gbagbo vont appeler pour insulter Ouattara. Et les gens sont contents. Ou des pro-Soro organisent des débats où des pro-Soro vont appeler pour insulter certains responsables du gouvernement. Et les gens ils sont contents. Mais quel est le sens de ce genre de débat? Ce genre de débat participe, enfin ce n'est pas un débat, mais ce genre de comportement et ce genre d'animation, parce que j'appelle de l'animation, ce genre d'animation apporte quoi au quotidien de nos populations? Est-ce que ce genre d'animation paye la scolarité de chaque Ivoirien? Non. Est-ce que ce genre d'animation participe à aider les familles pauvres en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que ce genre d'animation interpelle les autorités ivoiriennes? Non. C'est pour ça que j'ai été, je ne dirais pas attristé, mais peiné. Peiné de savoir que les pro-Ouattara sont incapables eux-mêmes d'interpeller Ouattara. Les pro-Ouattara sont incapables d'interpeller le gouvernement. C'est-à-dire les radicaux. Ils sont incapables de dire, ah c'est vrai, on aime beaucoup Ouattara, on aime bien Ouattara, mais dans notre cas, il y a des choses qui ne sont pas justes. Il y a des choses qui ne vont pas. Ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Est-ce que vous qui m'écoutez, s'il y a des pro-Ouattara parmi vous, combien d'entre vous sont capables d'interpeller Ouattara pour dire, monsieur le président, c'est vrai, mais dans la société, voilà ce qui ne va pas. Combien d'entre vous sont capables de le faire? On n'en trouve pas sur les réseaux sociaux. On en trouve tous des passionnés. Alléluia, salam alaikum, on y va, salam alaikum, on y va. C'est tout ce qu'on trouve. Est-ce que des pro-Gbagbo sont capables de dire, mais voilà notre analyse, voilà ce que nous pensons. Nous savons très bien que Gbagbo ne pourra pas revenir. Gbagbo ne pourra pas être candidat en Côte d'Ivoire. On le sait tous, ils le savent très bien. Tout le monde le sait. Gbagbo ne pourra pas être candidat. Simone ne pourra pas être candidate. Ils le savent très bien. Est-ce qu'ils sont capables de faire des analyses pertinentes, de réfléchir, d'imaginer, de penser qu'au sein du FPI, il y a des intellectuels? Faire asseoir des intellectuels pour dire, réfléchissons ensemble, mettons-nous ensemble, soyons une vraie opposition et non une opposition de comédiens. Est-ce que des pro-Gbagbo sont capables de faire ça? Ça m'étonnerait. Depuis 9 ans, mes amis, depuis 9 ans, on n'a pas vu ça. On n'a rien vu de tout ça. Est-ce que des pro-Bédier sont capables eux-mêmes de s'autocritiquer? De dire, ah, nous les pro-Bédier là, réfléchissons, on aime bien Zoueba, on aime bien Bédier, c'est notre grand-père, c'est notre papa. Mais vu son âge, vu l'aspiration de la jeunesse ivoirienne, la jeunesse ivoirienne d'aujourd'hui, ce n'est pas celle d'hier. Ce n'est pas celle qui se soumettait. Ce n'est pas une jeunesse de soumission. C'est une jeunesse de liberté. Liberta. La jeunesse ivoirienne, ce n'est pas la jeunesse de soumission. Ce n'est pas la jeunesse qui se met à 4 pattes pour servir à boire. C'est une jeunesse qui a envie de comprendre. C'est une jeunesse qui a soif d'autre chose. C'est une jeunesse qui a envie de participer. Est-ce qu'au sein du PDCI, des cadres, il y a des intellectuels, sont capables de faire asseoir le Sven Daoukro pour dire, Papa Bédi, on t'aime par-dessus tout, oui c'est vrai. On t'a honoré, on t'a respecté. Mais 2020, c'est dans 15 mois. Nous avons besoin d'un jeune cadre intelligent qui a un CV correct, qui est capable de pouvoir avoir une relation, et non seulement au niveau national et au niveau international. Parce que la démocratie, ce n'est pas que le vote. Est-ce qu'au sein du PDCI, il y a des femmes et des hommes capables de mener ce chemin, de mener cette réflexion pour amener Bédi à comprendre que la Côte d'Ivoire, elle a changé. La Côte d'Ivoire a changé. Les jeunes ont besoin d'autre chose. Les jeunes respectent leurs aînés, mais ils ont besoin d'autre chose. Ils ont soif d'autre chose. Est-ce qu'il y a des gens capables de le faire? Mes amis, Anokeke, je t'embrasse, ma grande sœur. Je t'embrasse.
Je t'embrasse très fort. Malika Sissavani, merci à toi, je t'embrasse. On a le sentiment que sur les réseaux sociaux, nous sommes là pour abrutir davantage les populations. Internet est une belle révolution. Internet est une belle révolution. En quelques minutes, en quelques secondes, l'information est partie partout dans le monde. Nous avons cette chance numérique. Et nous ne l'utilisons pas pour sensibiliser, pour amener la jeunesse à ne pas s'affronter entre elles. Nous avons cette chance de sensibiliser la jeunesse africaine à ne plus mourir pour des idéologues, pour des dogmatiques, pour des personnages, pour des partis politiques. Nous oublions tout ça. Nous-mêmes, qui vivons en Occident, nous contribuons à abrutir davantage les jeunes sur le continent. Pourtant, nous vivons en Occident, où la démocratie est évoluée. Oui, dans nos différents pays, la démocratie n'est pas suffisamment évoluée. La démocratie se construit. Elle est encore jeune, notre démocratie, la démocratie ivoirienne. La démocratie s'est construite tout doucement. Lentement, mais tout doucement. Nous avons la chance de vivre en Occident où la démocratie a évolué, où il y a un vrai débat, il y a des débats d'idées, où il y a des débats de projets de société, où les hommes politiques débattent, discutent leurs désaccords, où des hommes, des présidents discutent avec la société. Ce soir, sur BFM ou ITC News, il y a un débat sur l'Europe, où tous les personnages politiques sont conviés à débattre. Il y a des débats qui sont organisés, où les citoyens posent des questions aux gouvernants. Oui, ces débats sont organisés. Mais nous vivons ici. Nous ne sommes pas capables d'interpeller nos autorités, d'interpeller la classe politique, de dire, voilà notre rêve. Nous rêvons d'une démocratie qui respire. Nous rêvons d'une démocratie libre, mais qui respire. D'une démocratie où le citoyen n'est pas étouffé. D'une démocratie où le citoyen est écouté. D'une démocratie où le citoyen a sa place. D'une démocratie où la femme est respectée. Nous ne participons même pas à ces débats-là. Nous-mêmes, c'est chacun est buté dans son opinion, dans son idéologie politique, derrière son personnage politique. Et puis on y va. On attaque l'autre, on attaque l'autre. Mais dans 15 mois, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Dans 15 mois. Dans 15 mois, si nous ne sommes pas capables de dépassionner la jeunesse ivoirienne, nous allons arriver au pire. Dans 15 mois, c'est les élections dans notre pays. Les élections pour les Ivoiriens, c'est un cauchemar. Les élections pour les Ivoiriens, c'est une peur, une boule au ventre. Nos parents n'ont pas les moyens de sortir du pays. Les riches, eux, vont sortir du pays avec leurs enfants et leurs familles. Nous, les pauvres, nous allons rester dans le feu et dans les flammes. Nos parents vont rester dans le feu et dans les flammes. Donc, en tant qu'enfants de pauvres, nous devons sensibiliser la jeunesse à être dépassionnée de la politique. Mais on observe que les gens, parfois, il y a des politiques qui encouragent cela parce que ça va dans le sens de leur électorat, d'abrutir davantage les citoyens, afin qu'on reste éternellement les moutons, leurs moutons. Que les citoyens restent éternellement les moutons de la République. Mes amis, si vous me suivez, voilà, si vous me suivez, je vais essayer de voilà, si vous me suivez, donc, je trouve malheureux. Et depuis, je regarde, le niveau du débat, il est comme ça. Et je voulais dire, on m'a interpellé, on m'a sollicité pour me dire, Madame Gouza, il y a l'histoire de Monsieur Johnny Pacheco. Je leur ai dit une chose, mes amis, je n'ai pas envie de rentrer dans la bouillabaisse. Pour moi, c'est de la bouillabaisse. Je ne veux pas rentrer dans la bouillabaisse. On me dit Johnny Pacheco. Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Il y a l'adage vieux qui dit, qui tuera par épée, mourra par épée. C'est écrit dans tous les livres saints. Qui tuera par épée, mourra par épée. C'est écrit dans les livres saints. Ça y est dans les livres saints. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je trouve malheureux. Mais mon seul crime que j'ai commis, c'est d'avoir eu une longueur d'avance sur eux. Le seul crime que j'ai commis, c'est d'avoir eu raison plus tôt. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce bazar qui traîne sur les réseaux sociaux, je l'avais dit il y a combien? Il y a plus de 2 ans que je l'avais dit. Ce bazar qui traîne, je l'avais dit. Et j'avais dit, mot pour mot, la troupe ressemble à son chef. Je l'avais dit mot pour mot, la troupe ressemble à son chef. Je l'ai dit ici sur ma même page Facebook. Quand tu es bazar, ta troupe est bazar. Quand tu es rangé, ta troupe est rangée. Quand tu es penché, ta troupe est penchée. Parce que tu es la tête. Le poisson pourri par la tête. C'est l'éducation que tu as donnée là. C'est ça qui est là. C'est l'éducation que tu as donnée, c'est ça qui est là. Des gens ont peur du débat. Les gens, surtout les hommes africains, que ce soit des politiques, pas politiques, ont du mal à accepter la femme qui est libre. Ils ont du mal à accepter la femme qui ose. Ils ont du mal à accepter la femme qui a de l'audace. Moi, je suis une femme audacieuse. Je suis une femme mais pleinement libre. Je suis libre dans la tête. Je suis une femme insoumise. Ce n'est pas la France. Insoumise de Mélenchon, non. Mais je suis une femme insoumise. Je ne me soumets pas au désir d'un homme. Je ne me soumets pas à la volonté d'un homme. L'homme et moi, nous sommes complémentaires. On se doit respect mutuel. Mais, vous avez vu, j'ai été lynchée sur les réseaux sociaux pour cette même histoire bazar. J'ai été lynchée sur ces mêmes réseaux sociaux. Mais je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de rancune. Aucune. Je n'ai pas de rancune. Je n'ai pas de haine. Ce sont mes frères. Ce sont mes sœurs. Je n'ai aucune haine. J'ai été vilipendée. Je vais vous donner je vais vous dire une part, une fine part de cette histoire. Je ne me suis jamais assise sur les réseaux sociaux et je n'ai jamais parlé de ça. Mais une infime part. Le jour, je me réveille le matin et j'ai au moins 22 appels en absence. 22 appels en absence. Alors, moi-même, je suis inquiète. Je me dis, mais pourquoi j'ai 22 appels en absence? On m'appelle d'Afrique, on m'appelle des États-Unis, on m'appelle de partout. Alors, j'ai pris peur. J'ai mon grand frère Richard Némé, qui est aujourd'hui au niveau de la région du Guémont, qui travaille avec le président de région, qui est dans comment il s'appelle, le conseil régional du Guémont, donc de la région de ma mère. Richard Némé, qui est un petit oncle, qui m'a appelé à plusieurs reprises. Et ça m'a interpellé. Je me dis, mais il ne m'a jamais appelé autant. Mais pourquoi il insiste autant? Donc je prends mon téléphone, j'appelle personne. D'abord, je commence à paniquer. Je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Qu'est-ce qui est arrivé à mes... Je vais... Toutes les idées noires tournaient dans la tête. Donc je prends mon téléphone, j'appelle avant Richard Némé. Il décroche. Il me dit, mais tu es vivante, ma petite soeur. Je dis, mais oui, je viens de me réveiller. Il dit, mais regarde vite sur les réseaux sociaux. Il faut rapidement faire un démenti. Ils ont annoncé ta mort.
Ils ont annoncé que je suis morte. Des pro-Gbagbo Gore. La Jossi Gang de Johnny Pacheco a annoncé sur les réseaux sociaux avec son groupe, son clan, que moi, Guzan Naounou, j'étais morte. Alors, ils ont fait une publication qu'ils ont publiée dans leurs médias en ligne. Guzan Naounou, la présidente de l'association des prostituées de Paris. Voilà, ils sont là. Et je connais ces personnes, je connais ces individus qui ont fait ça. Guzan Naounou, la présidente des prostituées de Paris, a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel après une passe. C'est-à-dire le niveau de mentalité de ces individus. Alors voilà ce qu'on annonce sur les réseaux sociaux. Quand mon oncle Richard m'annonce ça, je vais sur les réseaux sociaux, je vois ma photo avec cette publication dans tous les groupes, on annonce ma mort. Et en même temps, le même groupe de Gore qui sont à Bobo, ma mère habite à la Sogefia. Donc, ils connaissent ma mère à la Sogefia. Ils se précipitent, ils vont chez ma mère. Vous qui m'écoutez, je vous parle de cette histoire, mais sans colère et sans haine. Je n'ai aucune haine, je n'ai pas de rancune. Ils vont chez ma mère. Ils se précipitent pour aller annoncer à ma mère que sa fille est morte en France. Vous qui m'écoutez, vous avez des enfants. Si vous n'en avez pas, vous avez des neveux. Vous avez une mère. Que vous soyez vivante, même que vous soyez morte. Des individus qui ne sont même pas de votre famille proche vont se précipiter pour aller voir votre mère pour annoncer de façon brutale votre mort. Qu'est-ce que ces individus recherchaient? Je vous explique pour qu'on voie le niveau de mentalité, de démence de ces gens-là. Et quand je vois ça, je panique, j'appelle ma soeur, tout de suite. Je dis, prends un taxi, file chez maman. Va rapidement voir maman. Parce que je connais la mentalité de ces individus. Ils sont tellement démoniaques. Voilà ce qui se prépare. Au même moment, ma petite soeur rentre chez ma mère. Leur groupe arrive. C'est-à-dire, heureusement que ma soeur est allée plus tôt. Si ma soeur avait mis du temps, c'était à eux de venir annoncer à ma mère que sa fille est morte en France dans un hôtel de passe. Voilà la mentalité de cette gang, un peu, je peux dire gang. Mais je n'ai pas de haine. C'est pour ça que je dis, qui tue épée mourra par épée. Je ne me réjouis pas de ce qui arrive à M. Johnny Pacheco. Loin de là. Je ne me réjouis pas de ce qu'ils se font entre eux, de ces coups bas, de ces mesquineries, de ces méchancetés inutiles et bêtes. Je ne me réjouis pas de ça. J'ai de la peine pour eux. Je vous en parle aujourd'hui, mes amis. Je pense que, comme d'habitude, ils vont chercher à bloquer la vidéo. Voilà. Comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, mes amis, je continue mon live. Parce que je sens... Voilà. On n'est pas... Tout à fait. Donc, pour vous dire... Pour vous dire que je n'ai aucune haine. Je n'ai pas de colère. J'ai de la compassion. Moi, j'ai de la peine. J'ai de la compassion. J'ai pris ça avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup d'autodérision. Et moi, j'aime l'humour de nature. J'aime l'autodérision. J'aime la caricature. Et j'ai pris réellement plaisir à en rire. J'ai préparé mon fils à cela. Mon mari, on en rit. Donc, on a surmonté ces choses-là. Parce que j'aime l'autodérision, j'aime la caricature. Moi, je ris de tout. Je pense que c'est ce qui nous reste. Rire. C'est la plus belle des libertés. Rire. C'est la plus
heureuses des libertés. Rire, c'est ce qu'on ne peut pas acheter. On est pauvre, on rit. On est riche, on rit. Donc, rire, c'est la meilleure des égalités. Donc, je me réjouis de rire tout le temps, de rire de leurs conneries, de rire de leurs bêtises, de rire de leur bassesse. Et c'est ce qui fait que j'essaie toujours de me mettre au-dessus de toutes ces genres de méchanceté inutile et gratuite. Et par la suite, vous savez mes amis, ma mère qui est à Bobo a commencé à avoir une forme de pression. Moi, je n'ai jamais parlé de ça parce que je n'attends aucune pitié de quiconque. Voilà. Je n'attends rien de personne. Tout ce que je le fais de façon vraie. Parce que je suis comme ça. Je ne veux pas avoir des remords. Quand je fais quelque chose, je n'attends rien en retour. Je ne suis pas calculatrice. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le calcul. Pour eux, tout est calculé, tout doit être bénéfique, ça doit être leur revenir, c'est dans leur intérêt. Moi, mon intérêt, c'est de faire avancer les idées. Mon intérêt, c'est de faire évoluer le débat. Mon intérêt, le plaisir que je trouve, c'est que par moments, souvent, il y a des choses dans notre pays, j'interpelle l'État, je ne dis pas que l'État m'écoute forcément, mais des débats évoluent. Et je me dis, ok, tu vois, finalement, tu sers un peu à quelque chose. Voilà la seule satisfaction pour moi. On m'a dit de tout, elle est payée par Ouattara, elle est payée par un tel, elle est payée par un tel. Je ne suis payée par personne. Et je n'attends rien de personne. C'est ce qui fait que je suis libre. Je suis libre parce que on ne me donne pas des ordres, je ne reçois pas des ordres, je ne suis pas une femme soumise, je ne me cache pas de mes idées, je suis une femme libre. Mais j'ai pris cette même liberté au niveau d'Abobo, de la mairie d'Abobo. J'en parle aujourd'hui s'il y a des gens qui sont là pour qu'ils puissent comprendre. Voyez, le problème de la classe politique ivoirienne et même de l'opposition, il n'y a pas que les pro-Gbagbo, c'est l'ingratitude des hommes. C'est en général l'ingratitude des hommes. L'homme, il peut être ingrat, c'est de sa nature. Et puis, il peut devenir un personnage politique. Il va continuer à être ingrat. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'il est devenu politique qu'il va changer. Parce que le chien n'abandonne jamais sa manière de s'asseoir. Jamais. Alors, il y a des élections à Bobo, Sojefia, à Bobo, hein, dans la commune d'Abobo. Et puis, il y a M. Ahmed Bakayoko, qui est candidat, qui est ministre, mais qui est candidat. Il y a M. Kone Tefou, qui est candidat. Vous le savez sur les réseaux sociaux, je n'ai attendu personne, ni l'ordre de quiconque. J'ai pris, moi, j'ai analysé. J'ai vu les besoins d'Abobo. J'ai vu les difficultés d'Abobo parce que je suis une fille du pays. Je suis la fille d'Abobo. Je suis d'Abobo Sojefia. J'ai côtoyé les gens au quotidien. J'ai vu la misère des gens. J'ai vu la difficulté à Bobo. Ma mère y habite. Depuis la crise ivoirienne, depuis 10 ans, il n'y a pas de téléphone fixe à Bobo. Pour vous dire que la difficulté. Le téléphone fixe, il n'y avait pas à Bobo. Donc je ne sais pas en ce moment si le téléphone fixe est de retour. Même la mairie d'Abobo, il n'y avait pas de téléphone fixe. Depuis les guerres et les crises, tout a été bousillé à Bobo. Donc moi, en tant que citoyenne ivoirienne, en tant que j'essaie d'éveiller les consciences, d'attirer les consciences, d'éveiller le débat, d'analyser, de susciter le débat. Je me suis dit, mais dans ma commune qui est à Bobo, il y a de telles difficultés. Qui est capable de porter ce projet dont Abobo attend? Qui est capable de porter et de réaliser vraiment et de prêter attention aux aspirations de la population d'Abobo? Qui est capable de garantir le bon fonctionnement de la commune d'Abobo? Donc moi j'ai pesé les deux. Il y avait M. Kone Tefou et il y avait M. Ahmed Bakayoko. J'ai pris parti pour Ahmed Bakayoko. J'ai pris parti pour Ahmed Bakayoko. Je peux vous dire, mes amis, ma mère a payé le prix. Je le dis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais parlé de ça. Ma mère a payé le prix. Parce que moi, sa fille étant en France, je prends parti pour dire que je pense que Ahmed Bakayoko est le meilleur candidat pour Abobo. Ma mère a payé le prix. Ma mère a payé le prix. Et je n'irai pas loin dans ce sujet-là. J'en parle aujourd'hui pour vous dire la mentalité des gens.
On m'a accusé d'être payé par Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko que je n'ai jamais vu, qui m'a jamais payé ni d'un Yoda, qui m'a jamais donné un centime. Moi, citoyenne, j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai analysé, j'ai cru et je crois. Et je pense que je ne me suis pas trompée. Quand je vois la mairie d'Abobo aujourd'hui, je ne me suis pas trompée. Mais j'ai accepté d'endosser ce sacrifice, dire je veux du bien pour ma commune. Je veux ce qui est bon pour Abobo. Donc j'ai fait le choix de porter ma voix à la candidature d'Ahmed Bakayoko, sans même le connaître. Ma mère a payé le prix à cause d'Ahmed Bakayoko. Ma mère a payé le prix. Des gens m'ont accusé d'avoir reçu de l'argent de la part d'Ahmed Bakayoko. Et c'est la pression a été faite sur ma mère, qui, elle, n'est pour rien dans cette histoire. Donc, je vais conclure sur ce volet. Je ne vais pas rentrer plus loin. Je n'ai jamais parlé de ça. Un jour, je prenais le temps pour vous expliquer ce qui s'est passé dans cette commune d'Abobo et ces pressions dont ma famille a été victime. Je m'arrête là. Je m'arrête là pour l'instant. On va continuer notre entretien. On va continuer notre entretien, mes amis. Donc, je salue tous les ressortissants d'Abobo. Je salue ma commune, je salue Abobo, je salue tout le monde, mes frères et sœurs. Je vous salue du côté d'Abobo, mes cousins, mes cousines. Je salue tout le monde, je vous embrasse. Pourvu que ça dure et que Abobo évolue, que Abobo se développe. Bonne chance en tout cas à Abobo. Mes amis, pour vous dire un peu la mentalité de ces gens-là, leur psychologie, leur mentalité, leur manière de réfléchir, leur raisonnement. Mais je vais dire à mon frère Johnny Pacheco, parce que ce n'est pas moi, je ne le considère pas comme un adversaire ni comme un ennemi, parce que Johnny Pacheco n'a jamais eu de responsabilité, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un député, il n'a jamais été ministre ni député, il n'a jamais été un élu de la République. Donc je n'ai rien à imputer à Johnny Pacheco. Moi, mes sujets, c'est les élus, ceux qui gèrent, ceux qui sont aux manettes, ceux qui ont quitté, ceux qui aspirent. Moi, mes sujets sont à ce niveau-là. Mais franchement, je n'ai pas d'animosité pour tout ce léchage public qu'ils ont fait, c'était un léchage public. Mais je voulais dire juste que j'ai trouvé ça stérile. J'ai trouvé ça stérile parce qu'aujourd'hui, ça n'a rien porté comme fruit. J'ai trouvé stérile parce qu'après 9 ans, ils n'ont rien apporté à un débat. J'ai trouvé stérile parce que ils n'ont pas réussi à pouvoir évoluer dans le débat. Aujourd'hui, c'est Johnny Pacheco qui hier était leurs alliés pour me lécher publiquement. Aujourd'hui, c'est Johnny Pacheco qui devient leur adversaire. Voilà. J'ai toujours dit une chose, je ne peux pas aller plus loin que ça. La troupe ressemble à son chef. Parce que quand tu attends un débat, on attend les gens qui disent il faut aller lapider M. Pascal Affi-N'Guessan. Il faut le lapider. Mais attendez, on a envie de se poser la question. Mais tu préfères lapider Pascal Affi-N'Guessan, mais tu préfères accompagner Alassane Ouattara à gagner les élections. Il faut être barjot quand on te dit on est opposition. Tu préfères guillotiner Pascal Affi-N'Guessan, mais tu préfères aider Henri Konan Bédié à devenir président. Il faut être fêlé pour raisonner ainsi. Donc, tu vois un peu, c'est triste de voir ce niveau de mentalité. C'est-à-dire que toi, ton frère qui est dans la même maison avec toi, tu préfères le tuer et tu préfères sauver le fils du voisin. Il faut être un peu, voilà, pour pouvoir raisonner comme ça. Donc, c'est quand même malheureux. Moi, je trouve ça malheureux de pouvoir avoir ce genre de raisonnement, de croire que ce sont des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le Parti socialiste. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont pris, ce sont des communistes qui se sont déguisés derrière le Parti socialiste, mais en réalité, ce sont des communistes. Parce qu'ils raisonnent comme des communistes. Les communistes, ou soit tu es avec eux, ou soit tu meurs. Les communistes, tu es avec eux, ou tu es contre eux. Et si tu es contre eux, ils doivent t'abattre. C'est ça les communistes. Mais le socialisme réel, c'est celui qui accepte le débat.
Parce que prenez le cas du socialisme en France. Ce sont des courants de pensée, le PS, ce sont des courants de pensée. On a le courant de pensée de la maire de Lille, de Martine Aubry, qui a un courant de pensée au sein du PS. On a le courant de pensée de Valls avec Dominique Strauss-Kahn. Ils ont leur courant de pensée. Donc, Manuel Valls, le président Macron, le président actuel, ils font partie du courant de pensée de Dominique Strauss-Kahn. C'est la gauche libérale. Donc, eux, ils sont dans ce courant de pensée. Ce sont des économistes, des hommes, des banquiers. C'est la gauche libérale. Donc, eux, ils sont pour la gauche libérale. Dans la même gauche en France, le PS, on a le courant de pensée qui est avec M. Arnaud Montebourg, donc M. La Marinière, avec son mixeur. Il a son courant de pensée. Et on a le courant de pensée avec M. François Hollande, qui fut président de la France. Il a son courant de pensée. Donc, le Parti socialiste, en tant que parti socialiste, moi, je ne suis pas socialiste. Moi, je ne suis pas socialiste. Je n'ai jamais été, j'ai jamais accroché à ce socialisme, au socialisme, parce que voilà, ça c'est mon avis personnel et que ça ne regarde pas notre débat qu'on a aujourd'hui. Mais moi, je suis pas socialiste. Parce que je sais pas, quand je le lis, je regarde l'idéologie, le fonctionnement du Parti socialiste. Les socialistes en tout cas, les occidentaux, les socialistes, ne croient pas en Dieu. Vous voyez, et moi, je crains Dieu. Donc déjà, à partir de là, je ne peux pas être socialiste. Les socialistes ne croient pas en Dieu. Ils croient à la science. Ils ne croient pas en Dieu. Ça, le socialisme en France, c'est ça. Ils ne croient pas en Dieu. Ils croient à la science. Donc, moi, qui crains Dieu, je ne peux pas me réclamer d'être socialiste. Parce que des gens qui ne croient pas en Dieu, ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de limites. Et voilà, c'est à ce niveau-là. Mais le socialisme, le partage, je veux dire, tous les partis politiques sont solidaires, sont fraternels. C'est le sens, mais ce sont les valeurs même de la République. Là n'est pas le débat. Donc, le FPI, comme il est en Côte d'Ivoire, ce sont des courants de pensée. Gbagbo a son courant de pensée au sein du FPI. Afin Guessa a son courant de pensée au sein du FPI. Simone Gbagbo étant l'épouse, enfin la première épouse de Gbagbo, elle avait son courant de pensée qui s'opposait au courant de pensée de Gbagbo. C'est pour ça qu'on disait que Simone Gbagbo et Gbagbo étaient opposés au sein du FPI. Parce qu'ils ne sont pas du même courant de pensée. Simone Gbagbo a son courant de pensée, Gbagbo a son courant de pensée, Pascal Affi N'Guessan a son courant de pensée. Donc le FPI, ce sont des courants de pensée. Alors, je n'arrive pas à comprendre que des personnes censées être intelligentes, des professeurs de surcroît, soient même pas capables de pouvoir débattre sur des sujets de société, débattre des idées, des projets, mais focaliser sur des personnages, sur des personnes pour s'opposer entre eux-mêmes. Et avec ça, ils disent qu'ils vont gagner une élection dans les élections à venir. Donc, quand je regarde ça, je trouve ça stérile. Moi, je trouve ça stérile, avec beaucoup de tristesse et puis beaucoup de peine. Parce que j'estime que dans une république, il faut avoir un contre-pouvoir, il faut avoir une opposition. Et j'ai toujours sollicité le rôle de l'opposition en Côte d'Ivoire. J'ai toujours soutenu l'opposition en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours dit, d'ailleurs, il faut donner la place à l'opposition. Dans toutes mes vidéos, si vous me suivez, j'ai toujours dit l'opposition doit exister. Parce que dans un pays, dans une république, dans une démocratie, s'il n'y a pas d'opposition, ça veut dire on est en monarchie, ce n'est plus une démocratie. Donc moi, j'ai toujours sollicité, j'ai toujours encouragé l'opposition à jouer son rôle, pleinement son rôle, pour qu'il y ait ce contre-pouvoir et que ce n'est pas à nous, des personnes sur les réseaux sociaux, de toujours jouer le rôle que l'opposition devait jouer. Aujourd'hui, c'est nous sur les réseaux sociaux qui essayons d'équilibrer le débat, de porter un débat politique, de porter un débat social, pendant que l'opposition, elle est inexistante, elle n'existe même pas. On a une opposition qui est irresponsable. Une opposition nulle et irresponsable. Et moi, quand je le dis, souvent on me dit, mais oui, je dis, j'assume. L'opposition ivoirienne est la plus nulle au monde. Elle est la plus nulle au monde. Elle est inexistante, elle est nulle sur tous les bords. Elle ne porte aucun débat de société, elle ne porte pas l'aspiration de la population, elle s'en fout de ce que vivent les populations, elle tout ce qui l'intéresse, comment ils vont venir au pouvoir en clan, en groupe, pour pouvoir manger entre eux. Et ça, je trouve ça malheureux. C'est pour ça que la crise politique en Côte d'Ivoire, elle dure, qu'elle ne prend pas fin, et que la crise politique, elle continue. On a des gens qui sont dans l'opposition, qui devaient jouer un rôle majeur d'opposant. Leur rôle d'opposant, c'est un rôle de proposition. Parce que l'opposition, c'est ça.
La proposition. L'opposition dit proposer. Mais il ne propose rien. L'opposition ne propose absolument rien. Mon frère, la joie d'os, salut à toi, merci à toi. L'opposition ne propose absolument rien. L'opposition ne joue pas son rôle. Ils passent leur temps à s'opposer eux-mêmes. Dites-moi, à quoi vous voulez arriver en 2002, en 2020, en 2020? Vous n'êtes pas capable, à votre propre sein, avec ces courants de pensée, de vous mettre ensemble pour dire, nous devons participer au vrai débat, le débat d'idées et non le débat des personnes. Chacun est assis, ce sont des slogans, comment on va couper, comment on va briser les ailes d'Afi N'Guessan. Donc vous avez passé votre temps à aller en Belgique pour rencontrer Gbagbo, boire le café avec lui, ou bien le coco baka avec Gbagbo en Belgique. C'est de venir en Côte d'Ivoire pour dire comment vous allez briser les ailes d'Afi N'Guessan. C'est ça le seul projet que vous avez pris en Belgique pour mener en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr que c'est ce que Gbagbo vous a dit, c'est de débattre en Côte d'Ivoire pour dire comment je vais foutre le bazar en Côte d'Ivoire pour déséquilibrer le pays. C'est ce que Gbagbo vous a donné comme mission. Vous êtes sûr de ça? Bon, donc parfois, je n'ai même pas envie de me mêler parce que je trouve ça tellement utopique et stérile que je ne sais pas quoi dire. Parce qu'ils sont nuls, ils sont irresponsables. C'est des irresponsables politiques. C'est des irresponsables, ils sont irresponsables. Ils ne comprennent pas et ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que le peuple veut autre chose. Ils n'ont pas compris que la jeunesse aspire à autre chose. Ils n'ont pas compris que la jeunesse en a marre d'eux. Ils n'ont pas compris ça. En fait, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que nous allons peser dans le débat en 2020. Ils n'ont pas compris ça. Peut-être qu'ils ne voyaient pas les choses. Ils n'ont pas compris les choses. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris de leur échec. Et ils n'ont rien compris de leur exil. Ils sont toujours dans le déni. Ils sont dans le déni, mais les choses ont changé. Les gens en ont marre. Les gens souffrent assez. Ils sont fatigués. Ils n'ont plus envie de mourir pour quiconque. Et ils n'ont pas compris ça. Donc, cette opposition, elle est irresponsable. À 15 mois des élections, vous avez le président sortant qui vous dit, il vous dit ceci. Dans la vie politique d'un homme, le président Alassane Ouattara qui le dit. Moi, j'ai écouté, hein, là, j'ai écouté. Dans la vie politique d'un homme, il y a trois choses. Il y a Dieu, il y a le peuple et il y a sa conscience. Alassane Ouattara. Il y a Dieu que tout le monde doit craindre normalement. Il y a le peuple, celui qui a faim, celui qui souffre, celui qui saigne, celui qui brûle dans le feu pour des questions de pouvoir. Il y a ce peuple. Et il y a la conscience de chacun. Je l'ai dit, il y a combien de mois que je l'ai dit? Concernant la question du troisième mandat ou pas du président sortant, du président Alassane Ouattara. Je l'ai dit ici. Je dis, le président Ouattara sera seul face à sa conscience. Chacun est maître de son jeu. Tu es toi seul, tu es ton seul maître entre toi et puis Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a même pas un autre prophète. Hein. Entre toi et puis Dieu, là, c'est ta conscience qui te relie à Dieu. Et moi, Gouzanaounou, ce n'est pas à moi de juger si le président Alassane Ouattara doit faire un troisième mandat ou pas. Si la constitution ivoirienne autorise le président de faire un troisième mandat, moi, j'ai regardé la constitution ivoirienne. On est la troisième république, donc le président Alassane Ouattara a plein droit, s'il le désire, de faire un troisième mandat. C'est-à-dire un deuxième mandat de la troisième république. Après, chacun est face à sa conscience. Lui-même, il a dit, il dit à la conscience. Que dit la conscience d'un homme? Est-ce que ta conscience te met en harmonie avec Dieu, ce que veut Dieu? C'est-à-dire, tu es satisfait. Et je ne vais pas rentrer dans tout ce volet spirituel, philosophique, qui n'est pas l'ordre de notre entretien. Mais après, c'est au président Alassane Ouattara d'être en face, chacun est face à sa glace. Tu te regardes là à la glace, tu dis, il y a ceux qui disent, oh miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis jolie. Et puis il y a d'autres qui disent, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être en harmonie avec Dieu? Donc chacun
est face à sa conscience. Chacun est face à son cas de conscience. Chacun face à son cas de conscience. Chacun est face à son miroir. C'est tout. Et ce n'est pas à moi de juger la valeur d'un homme. Non. C'est à lui-même de prendre sa décision, comme il a dit. Mais je reviens à l'opposition, parce qu'on m'a posé une question de dire, mais Madame Naouni Gouza, quand le président, tu trouves normal que la Constitution, le président peut faire un 3e mandat? C'est pour juste répondre à cela. Je dis une chose. Chacun interprète comme il veut. Madame Gouza Naouni, elle soutient tel. Je ne soutiens personne. Mais je dis une chose. Quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple. Prenez l'opposition ivoirienne. Aujourd'hui, là, vous avez combien de militants capables de payer leur timbre pour faire leur pièce d'identité? Vous avez combien? Combien de militants capables de payer ce qu'il faut parce que pour faire la pièce d'identité, ça coûte des sous. Mais vos militants, là, est-ce qu'ils ont les moyens de faire leur pièce d'identité? C'est-à-dire que vous avez une famille. Vous pensez que le père, là, il a l'argent pour faire la pièce d'identité de ces 7 enfants qui vont voter? Je vous pose la question. C'est pour ça qu'on a dit de participer à la vie politique, de participer à la vie institutionnelle, de jouer un rôle dans la République. Vous n'avez pas voulu participer à la vie. Vous avez voulu attendre Laurent Gbagbo. Donc, vous n'avez pas les moyens nécessaires pour aider vos militants à faire leur pièce d'identité. Alors que les gens ont gouverné pendant 9 ans. Les gens ont gouverné pendant 9 ans. Ils ont gouverné pendant 9 ans. Ils gèrent le pays. Ils gèrent les finances. Ils gouvernent plein pouvoir. Ils ont tous les moyens d'aller même distribuer l'argent à leurs militants pour faire toutes les pièces d'identité. Cadeaux. Bon, vous, l'opposition, là, entre vous, là, vous êtes tellement radés. Vous êtes radés. Combien d'entre vous, vous êtes capables de mettre à disposition aussi pour aller sensibiliser vos militants, leur donner les moyens de faire leur pièce d'identité? Parce que 2020, là, c'est dans 15 mois. Ces sujets-là, vous ne pouvez pas vous asseoir dans une cellule de réflexion de façon intelligente. Tu dis, mais quel est l'enjeu? L'enrôlement. Quel est l'enjeu? L'enrôlement. Alors, si c'est l'enrôlement, qu'est-ce qu'il faut pour se faire enrôler? Il faut une pièce d'identité. Ah, est-ce que nos militants dans les campagnes reculées ont les moyens de faire leur pièce d'identité? Mettons à disposition les moyens, mobilisons nos militants pour pouvoir faire leur pièce d'identité pour aller se faire enrôler le jour J. Est-ce que l'opposition ivoirienne est capable de ça? Moi, je crois que non. Maintenant, à vous de nous démontrer le contraire. Moi, je crois que non. Parce que vous êtes radés. Pour vous, les gens doivent toujours mourir pour vous. S'ils ne gagnent rien, ils doivent mourir pour vous. Malgré tout ce que vous avez là, vous n'êtes pas malheureux. Mais le petit grain de riz qui est dans la bouche du pauvre, là, vous pouvez récupérer ça encore pour garder pour vous. Non. Est-ce que vous êtes capable de mobiliser vos militants pour faire leur pièce d'identité? Il faut faire son extrait de naissance. Il y a des gens qui sont nés à l'autre bout du pays, et qui habitent à l'autre bout du pays pour aller faire leur extrait de naissance. Est-ce que vous êtes organisé? C'est ce qu'on appelle la mobilisation. Au lieu de vous, de penser à cela, de réfléchir, pour dire, mais comment on peut s'organiser? Vous êtes assis là. Ah, comment on va briser les ailes de la fille? Oui, bon, nous on n'est pas d'accord avec celui-là. Et puis on n'est pas saisi avec ce... Des irresponsables. Des irresponsables. Des irresponsables. Vous êtes irresponsables. Vous êtes nuls. Vous êtes irresponsables. Vous voulez quoi? Voilà. On me dit les timbres sont à 5 000. Vous pensez que celui qui n'arrive pas à manger, avoir un repas par jour, celui qui va prendre 5 000 francs pour aller faire timbre parce qu'il doit voter quelqu'un? Tandis que les gens viennent avec les mallettes d'argent pour leur donner pour dire, il faut voter pour moi. Il faut voter pour moi. Et celui qui va prendre ces 5 000 francs pour aller voter pour vous. Pour aller payer timbre pour voter pour vous. Vous croyez à ça? Donc voilà les enjeux. Moi je crois que vous n'êtes pas capable de le faire. Non? À vous de démontrer aux Ivoiriens que vous êtes capable de faire ça. Et puis on va vous dire, ah, ça là, il dit que nous ne sommes pas capables. On a démontré qu'on est capable.
Mais vous n'êtes pas capable. C'est pour ça que je parle d'irresponsabilité. Et je dis, vous êtes nuls en politique. Vous êtes nuls. Parce que vous vous bagarrez entre vous. Au lieu d'être une opposition crédible, intelligente, constructive, une opposition forte, solide, vous vous affrontez entre vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On ne peut que vous observer. On vous observe. Mais en tout cas, sachez une chose. 2020, nous ne serons plus les moutons pour broyer l'herbe afin que vous puissiez recueillir. Vous êtes assis dans vos climatiseurs et pour bénéficier du lait. Nous pèserons dans le débat. Nous pèserons dans le débat. Et nous pèserons autrement dans le débat. Ça, c'est une certitude. Nous pèserons autrement dans le débat. Nous allons nous organiser autrement pour peser dans le débat politique dans notre pays. On ne peut pas réduire la vie, l'avenir, notre avenir à des choses qui n'apportent absolument rien à la population. On demande aux gens d'aller mourir pour des personnages politiques. Mais toi, le jeune Ivoirien qui me regarde, toi, la jeune fille, la frangine qui me regarde, regardons le paysage politique depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis les années 90. C'est pas le même Alassane Ouattara. Est-ce qu'il a changé? C'est pas le même. C'est pas le même Alassane Ouattara qui est là, en 90. Depuis les années 90, là, c'est pas le même Gbagbo. Est-ce que Gbagbo a changé de tête? C'est le même Gbagbo. Depuis les années 90, là, c'est pas le même Bédier. Est-ce qu'il a changé? C'est le même Bédier. Mais toi qui es assis dans ton bidonville, qui est en train de taper ta poitrine, prêt à mourir pour eux, là, depuis 90 qui sont dans la vie politique, là, ils ont apporté quoi dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme changement dans ta vie? Ils ont apporté quoi? Ils ont apporté quoi? Et puis toi, tu es prêt aujourd'hui à aller mourir pour eux. Ils ont apporté quoi? Donc voilà le message qu'il va adresser à la jeunesse. Vous ne devez plus mourir pour des personnages politiques. La politique, là, c'est pour améliorer le quotidien de tout le monde sans distinction ni préférence. C'est ça la section de la vie politique. Mais depuis 1990, là, les mêmes là, ils sont là, hein, c'est les mêmes groupes. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté, à part ceux qui sont morts, mais c'est les mêmes groupes. Ils se forment en petits clans. Chacun vient, ils dabat entre eux, ils s'en foutent de vous. Il part, l'autre vient, ils mangent entre eux, ils s'en foutent de vous. L'autre part, l'autre vient, l'autre chasse l'autre, l'autre prend l'autre. C'est les mêmes. Toi qui es assis dans ton quartier en train de souffrir, dans ton village là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ils ont apporté quoi? Tu as un minimum de revenus? Non. Dans ton village là, est-ce qu'il y a le courant dans tout le village? Non. Mais regarde leur village, il y a courant partout, il y a goudron partout. Dans leurs différents villages, il y a tout. Mais toi, chez toi là, est-ce qu'il y a ça? Non. Est-ce que dans ton village là, il y a l'eau potable? Non. Mais eux, dans leur village, il y a tout. Non. Toi, tu veux mourir pour eux là, c'est pourquoi? Est-ce que tu as une fois vu les enfants venir te trouver dans le village pour dire, ben, comme ce sont les pauvres là, on va trouver les pauvres, on va manger avec eux. Tu as une fois vu les enfants venir te voir? Non. Tu veux mourir pour eux, pourquoi? C'est quoi qui va changer quelque chose dans ta vie et puis tu veux mourir à nouveau? Ceux qui sont morts là, ils ne sont pas nombreux. Il faut que vous mouriez encore. En 2020, vous devez mourir encore pour des personnages politiques. Vous êtes prêts là à vous taper les poitrines. Chacun organise les mouvements. Oui, on va soutenir un tel. On va soutenir un tel. Au lieu de sensibiliser la jeunesse à ne plus prendre des machettes, à ne plus prendre des couteaux, à ne plus prendre des armes pour s'entretuer entre elles, nous, on a trouvé le moyen. Bon, c'est le jackpot, comme les élections commencent. Ouh là là, c'est intéressant. Il y a de l'argent à gagner, les élections commencent. Et donc, chacun organise son groupe de soutien. Et à ce moment-là, quand tu vas dire que je soutiens un temps, ils vont te donner un peu d'argent. Les gens sont dans une idée petite, de les bassesses. De les bassesses. Sans même penser au peuple. De les bassesses. Sans même penser à l'avenir de la jeunesse. Ils sont dans les bassesses. Chacun organise son groupe. Bon, là, actuellement, là, qui est bon? Ah, moi aussi, j'ai fait mon groupe, là, je soutiens un tel. Là, il va me donner un peu d'argent, on va le soutenir, on va partir, on va louer son nom, on va toujours chanter pour lui, on va le soutenir, c'est lui, comme ça, on va avoir un peu d'argent pour manger. Voilà. Ça fait des années qu'on vous donne un peu d'argent pour manger. Normalement, là, vous devez être riche. Si ça rendait riche, vous devez être riche. Ça fait des années que vous faites la même chose. Il n'y a rien qui a changé. C'est les mêmes choses là depuis vous faites. Il n'y a pas autre chose derrière. C'est les mêmes choses.
Chacun organise son mouvement de soutien à un personnage politique. Oubliez même l'aspiration de la population. Oubliez même l'éducation pour tous. Ignorant même la santé pour tous. Oubliant même le logement pour tous. On s'en fout. Pourvu qu'on puisse avoir 5 000 euros par là, 10 000 euros par là. Bon, on va organiser un truc et puis les gens sont contents. Et vous avez des personnages politiques qui sont dans ce genre de jeu. Qui, pour eux, la population doit rester abrutie. Ils nous prennent pour des abrutis. Non, nous ne sommes pas des abrutis. Non. Nous avons des idées. Nous avons des idées. Nous devons être libres d'idées. Et nous devons être riches de réflexions. Nous avons des idées. Tu dois être capable de poser une question à un personnage politique et de dire, mais tu veux être candidat là. Tu as fait ça. Voilà ton CV. Tu as été ministre, tu as été ceci, tu as été cela, tu as été maire, ou tu as été député. Tu as apporté quoi comme égalité pour de la population? Donc, si tu as eu tous ces postes-là, que tu n'as pas réussi à équilibrer l'égalité, c'est pas quand tu vas devenir président que tu vas avoir le temps de voir tout le monde. Parce que quand tu es président, tu ne vois plus quelqu'un, tu es en haut. Ceux qui sont en bas là, quand ils prennent son mal pipi, ils ne voient rien. Donc vous ne pouvez pas poser ces questions-là aux gens. Non. Vous voulez abrutir les jeunes là pour les galvaniser. Il faut galvaniser chaque clan. Ça veut dire que même au RHDP là, chacun est en train de galvaniser son groupe. En fait, ce que vous voyez au FPI là, ça y est au RHDP. Hein. Ce que vous voyez au FPI là, ça y est au RHDP. Chacun galvanise son groupe de soutien derrière l'autre, chaque candidat. Bon, donc vous allez vous affronter. Le FPI aussi, chacun a son groupe de clans, ça galvanise aussi. Ils vont s'affronter. Ils s'affrontent déjà depuis 9 ans. Ils se donnent des coups de poing tout le temps. Bon, pour eux, ça devient maintenant un quotidien. Le PNCI aussi, là. Chacun a son groupe. Il y a le Reniveau, il y a les Daougro. C'est que parce qu'on n'a pas été capable. Ça veut dire nous-mêmes, on a échoué. On a échoué. En 2010, il y a les enfants qui sont nés. En 2010. Nous sommes en 2020, ces enfants auront 10 ans. Il y a les enfants qui sont nés en 2010. Et tu as eu la chance de ne pas voir l'horreur que nous avons vue. Tu as eu la chance de ne pas voir le malheur que les Ivoiriens ont vu. La guerre dans les yeux. Il y a les Ivoiriens qui sont encore traumatisés de la guerre. Cette guerre civile que le pays a vécue. Les Ivoiriens sont traumatisés de la guerre civile. Le traumatisme est encore présent. Les Ivoiriens n'ont pas fait le deuil de cette guerre. Tu vas en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu vois les gens. Il suffit que tu parles, ils sont effrayés. Tu fais un petit bruit, ils sont effrayés. Tu sens le traumatisme, il est présent. Parce qu'il n'y a pas eu un deuil national. Parce qu'il n'y a pas eu ce deuil pour permettre à tout le monde de pouvoir partir ensemble, main dans la main en avant. Parce qu'il n'y a pas eu cet élan de solidarité pour prendre les Ivoiriens ensemble comme ça, pour dire, lèvons-nous ensemble. Il n'y a pas eu ça dans ce pays. Mais vous continuez encore à former des clans. Pour qu'ils vont s'affronter encore. Les clans vont s'affronter. C'est-à-dire que tellement vous aimez le pouvoir, chacun est prêt à arriver au sang parce qu'il a soif du pouvoir. Et nous, qui vivons en Europe ici, on n'est même pas capable d'apporter notre contribution à éviter les bains naissants, à sensibiliser, à dépassionner la jeunesse. Mais non, hein, on quitte l'Europe pour aller passionner encore, endoctriner, pour aller abrutir davantage la jeunesse. En Europe, où vous vivez ici, là, vous voyez les gens s'entretuer à cause des élections. En Europe où on vit là, est-ce qu'après les élections, là, vous voyez les gens s'entretuer dans les rues à cause des élections? Est-ce que vous voyez ça? Vous pensez qu'il n'y a pas de fraude ici? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas de fraude ici? Il y a des fraudes en Europe. Vous ne croyez pas? Il y a des fraudes. Hein? Oui, mais la démocratie, ça fait mal. C'est comme ça. La démocratie, là, ce n'est pas d'aller voter seulement la démocratie. Et c'est ça que les Africains n'ont pas compris. Pour eux, la démocratie, comme on allait voter, que moi j'ai voté mon ethnie là, c'est ça la démocratie. Bon, comme moi j'ai voté ma tribu là, c'est ça la démocratie. Comme j'ai voté mon parti là, c'est ça la démocratie. Non. La démocratie, c'est pas que le vote. C'est pas que d'aller voter seulement, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la confiance des partenaires économiques, la confiance des investisseurs, la confiance des partenaires stratégiques, la confiance des partenaires diplomatiques.
C'est tout l'ensemble de tout ça. On dit la démocratie. On dit la bonne démocratie. Ce n'est pas que, comme tu as voté là, ah, cela c'est, ils ont triché, c'est les unes, ils ont triché, ils ont cassé les unes ici. Et c'est toujours les Africains. C'est toujours vous, tous les jours, on casse les unes seulement. Il n'y a pas un jour, on peut dire, ah, ils sont plus sauvages. Il n'y a pas un jour, les Blancs vont dire, on est plus sauvages. C'est nous tous les jours, on est prêts à casser les unes. Et c'est ça qui est en train de commencer. Chacun est en train de former son groupe de soutien parce qu'il y a l'argent à manger, les élections approchent, on va nous donner un peu d'argent, on est qu'à former nos groupes. Mais où est l'intérêt? Le projet, il est où? Quel est le projet? Les groupes que vous formez, c'est quoi le projet? C'est quoi le but? Quel est le projet? Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Vous n'avez rien à expliquer quand on va vous demander, vous avez voté telle personne, pourquoi? Vous dites, parce qu'il faut le voter. Mais ça veut dire que vous-même, vous avez un peu d'argent. Il n'y a pas de projet. Donc on n'a qu'à le voter. Donc, déjà, les gens sont bêtes, quoi. Non. Mais, donc, nous, là, posons le débat. Posons le débat. Quelles sont les préoccupations et les priorités des Ivoiriens? Qui est capable et qui sera capable en 2020 de proposer des solutions concrètes, viables aux préoccupations des Ivoiriens? Parce que ce n'est pas de venir avec de la démagogie. Ce n'est pas pour venir avec de beaux slogans où ça, on a tellement entendu. On n'en veut plus, quoi. Voilà. Ce n'est pas des slogans. Non. Le concret. Il y a des problèmes dans notre société. La santé pour tous est une priorité. La sécurité pour tous est une priorité. L'éducation pour tous est une priorité. L'égalité pour tous est une priorité. Le minimum de revenus pour chacun est une priorité. Le logement minimum est une priorité. Il y a tellement de priorités. Il y a des choses qui sont faites. Oui. Sur le plan du développement des infrastructures, oui. Mais mes amis, c'est du matériel. Mais le développement humain, le social, il reste beaucoup à faire. Donc il y a de vrais sujets. Nous devons nous saisir de ces sujets-là. Et nous devons les poser pour obliger, parce que nous devons obliger. On doit tordre la main à nos politiques à écouter, parce qu'ils n'écoutent pas. À entendre, parce qu'ils refusent d'entendre. Ils trouvent que nous sommes pauvres. Nous sommes des moins que rien. Nous sommes des sans-dents. On n'écoute pas les sans-dents parce que eux, ils écoutent que les riches. Nous sommes des pauvres. Mais le pauvre, là, on doit leur tordre la main pour qu'il nous écoute. C'est ça le débat. Donc on doit susciter le débat. Vous savez, le pouvoir, les hommes politiques, ils sont enfermés dans une bulle comme dans les œufs. Enfin, œuf, c'est péjoratif. Ne pensez pas à l'œuf africain. Je ne crois pas qu'on soit à l'œuf africain. Juste pour faire un clin d'œil à notre autorité nationale. Ce n'est pas de l'œuf africain. Mais les hommes politiques, le pouvoir, quand ils sont au pouvoir, souvent, ils sont enfermés dans l'œuf. C'est-à-dire, les gens sont enfermés dans l'œuf, ils ne voient pas l'extérieur. Ils sont comme une bulle, ils sont là-dedans. Et ils ne voient pas l'extérieur parce que c'est tellement bon, le miel. C'est tellement doux qu'on ne voit pas les cris de ceux qui ont fait, ceux qui souffrent. On ne voit pas souvent. Hein? On n'écoute pas. On dit, ah, laissez-les, ils sont comme ça. Quand toi tu parles là, comme nous autres là, mais ce que tu dis c'est vrai, mais on ne peut pas sauver tout le monde. Il faut penser à toi. Oui. J'ai des besoins. Oui, c'est vrai. J'ai des besoins comme tout citoyen. J'ai des priorités comme tout citoyen. Oui, j'ai aussi mes factures comme vous. Mais je fais le sacrifice de me poser et d'attirer l'attention pour qu'on pense à tout le monde. Je me dis, c'est un devoir de citoyenneté. Mais souvent, ils n'attendent pas. Hein. Ils sont dans l'œuf. Mais toi qui es à l'extérieur de l'œuf, quand l'œuf veut éclore là, toi qui es à l'extérieur de l'œuf là, toi tu vois que l'œuf est en train de s'écailler, il va éclore. Mais celui qui est dans l'œuf là, lui il ne sait pas. C'est quand l'œuf se casse, quand il est nu là, et puis il est surpris. Il est surpris d'être nu, non? Parce que nous à l'extérieur, on a vu que tu risques d'être nu. Donc quand on vous interpelle, quand tu es dans l'œuf, il faut avoir la capacité d'écoute. Il faut avoir la capacité d'entendre, même si tu n'es pas d'accord. Il faut entendre, il faut écouter. Je suis en train de vous dire, mes amis,
N'endoctrinons pas les jeunes pour se taillasser, pour se fracasser, pour s'entretuer pour des personnages politiques qui ne nous apportent rien. Toi là, même si RHDP vient au pouvoir en 2020, là, ils vont nommer ton papa président, ministre? Non. Ton papa qui est au ville, ils vont le nommer ministre? Non. Est-ce qu'ils vont nommer ta soeur? Non. Il faut quitter, il ne faut pas mourir pour ça. Toi aussi là, si FPI vient au pouvoir là, est-ce qu'ils vont nommer ton parent président? Non. Mais tu vas mourir pour ça aussi. Les gens sont entre eux. Nous sommes les sans-dents, nous sommes les pauvres. Non. Toi, si le PDCI vient au pouvoir, est-ce qu'ils vont nommer ta maman ministre? Non. Mais pourquoi tu veux mourir pour eux? Ils ont leurs enfants. Jessie, merci. Ils ont leurs enfants. Vous ne voyez jamais les enfants manifester dans la rue. Mais c'est vous les pauvres, là, vous manifestez tous les jours, tous les jours. Mais est-ce que les enfants sont tous manifestés? Non. Les enfants sont dans des grandes écoles. Est-ce que toi, tu es dans une grande école? Non. Est-ce que tu as l'argent même pour t'inscrire pour aller à l'école? Pour parler des grandes écoles? Non. Non, mais pourquoi tu veux mourir pour des gens? Pour des gens qui sont entre eux. Faut aller. S'ils veulent se battre entre eux, chacun reste chez lui. Quand ils vont finir de se frapper, ils vont nous dire qui a gagné. Et puis nous, on sort pour voir le gagnant. On n'est qu'à essayer un jour. Ils vont comprendre qu'on a compris qu'on n'est plus moudon. Ils vont comprendre qu'on a compris qu'on n'est plus moudon. Mais oui. Parce que le débat, c'est qu'il y a un vrai débat, que chacun parle de ses idées, que chacun apporte, explique à la population. Moi, voilà mon projet, voilà mes idées, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà les moyens. Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu enlèves les moyens où? Voilà où est-ce que je peux enlever les moyens. Voilà, voilà. C'est-à-dire d'expliquer comment il va financer ses projets, où il va enlever l'argent pour les financer, combien ça va coûter aux contribuables. Tous ces débats-là, on n'explique rien. Vous ne suscitez pas le débat. Vous êtes tous prêts, comme des lieutenants. Tout le monde est prêt pour aller au combat pour 2020. Vous allez au combat pour quoi? Pour 2020. Ah, je viens d'apprendre que le fils de Bédi a été nommé ambassadeur. Et voilà. Je viens là, Akissi, et bah Georgette vient de m'annoncer ici. Chantal, Chantoul, je t'embrasse ma soeur. On dit le fils de Bédi a été nommé ambassadeur. Bon, toi, tu te mets dans le palabre de Bédi et puis Ouattara. Voilà son enfant qui est ambassadeur. Toi, on a nommé ton parent ambassadeur. Dans ta famille, il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un même qui est directeur même du cabinet? Dans ta famille? Non. Dans ta famille, on a nommé combien de personnes dedans? Voilà. Vous êtes assis, Bédi et Ouattara, ils sont en palabre. Ils sont en palabre. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de palabre entre les deux. Ce sont des complices. Ouattara n'est pas en palabre à Sorodio. C'est son allié. Sur même Facebook ici, là, je vous ai dit que Laurent Gbagbo sera RHDP d'ici 2020. Moi, je vous ai dit, si vous avez cru. Simone Gbagbo sera RHDP. Je vous ai dit, c'est en train de venir un peu. Parce que vous refusez d'écouter. Tellement que vous êtes buté là. Vous êtes buté. Donc pour vous, vous refusez de voir. Je vous ai annoncé ici. Gbagbo sera RHDP. Il sera l'allié. C'est Gbagbo même qui va encourager Alassane Ouattara de se représenter. C'est moi qui vous dis ça. C'est Bédié lui-même qui va encourager Alassane Ouattara de se représenter. Moi, il dit. Moi, il dit maintenant. Prenez et puis gardez. Si vous voulez aussi déposer, vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est ce qui est là. Vous vous fatiguez pourquoi? Parlez de vos préoccupations. Quels sont vos besoins? Le président de la République, là, il doit satisfaire vos besoins. Vos besoins, là. Alertez-le pour dire, président, voilà nos besoins. On a nommé le fils de Bédi, là, on t'a nommé toi. Toi qui tapes ta poitrine, tu vas aller te battre à cause de quelqu'un. On a nommé tes parents, quelque part. On a nommé ta maman ambassadrice. On a nommé ton papa ambassadeur. On a nommé ton frère ambassadeur. Toi, là, l'enfant de Bédi est ambassadeur maintenant. Toi, tu fais quoi? Toi qui te bats à cause de Bédi, puis l'enfant de Bédi est ambassadeur. Toi, tu fais quoi? Au fait, toi, genre, toi, tu n'es pas trop intelligent. Dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent dedans, quoi. Qu'on ne peut pas nommer. Toi, tu es toujours là, toi, tu te bats pour les autres. Toi, tu es pauvre. Les gens sont riches. Ils mangent à leur faim. Toi qui es pauvre, qui n'arrive pas à manger, là. C'est à toi, le riche dit, faut sortir pour te battre pour moi. Toi, tu te bats pour quoi? Tiens.
Tu débats pourquoi? Mes amis, il faut amener les jeunes à comprendre que les hommes politiques, là, ce sont des amis, ce sont des alliés. Ils causent entre eux. Ce qui se passe là, on appelle ça le jeu politique. Mais en réalité, là, ils disent entre eux qu'ils ne vous disent pas. Voilà, maintenant, ça est là. Donc, nous, nos préoccupations, là, nos frères doivent aller à l'école gratuitement. Ils n'ont qu'à se partager la richesse, mais ils n'ont qu'à donner un peu à nos parents. La richesse du pays, là, on peut donner à chaque Ivoirien un minimum de revenus. On peut donner à chaque Ivoirien un minimum de revenus. Donc nous, là, posons ce débat. La Côte d'Ivoire a les ressources. On a les moyens de mettre en place un minimum de revenus pour chaque citoyen. Mais obligeons les hommes politiques, là, pour que 2020, là, celui qui vient, là, tu es obligé de donner un minimum de revenus à chaque citoyen. Ça s'appelle la redistribution des richesses de façon équitable. Depuis, vous partagez entre vous. Les gens sont en train de souffrir. Et puis, chaque élection, vous venez leur donner un t-shirt. 5 000, 5 000, 10 000, 10 000. Toi, c'est 10 000 moyens pendant 5 ans. Même on va te donner 100 000, même 1 million. Tu peux manger 1 million pendant 5 ans. 5 ans. Et comme ils ne sont pas capables de donner 1 million, quel candidat même qui est capable de venir partager 1 million à chaque citoyen? Ils ont ça, mais ils ne peuvent pas donner. Parce que pour les autres, trop hirés. Que nous, on est trop gaou. Donc, ils ne peuvent pas. Ils préfèrent donner les 10 000, venir là, on va les applaudir. On va vous venir, ils sont assis dans les biens, dans les bons fauteuils, tout, plein soleil là. Vous êtes au soleil depuis le matin. Eux, ils arrivent pour 1 heure. Depuis le matin, on vous a mis au soleil. Soleil frappe sur vos frontaliers jusqu'à... Quand ils arrivent là, on met parapluie sur eux pour ne pas qu'ils aient soleil. Quand tu regardes ça simplement là, tu as mal pour ton pays. Tu te dis, ah, il faut l'éducation des masses. L'éducation des masses. Tu vois les vieux, ils sont assis au soleil depuis matin. Tout cela pour avoir 5 000 francs. Pour venir applaudir quelqu'un. Mais il faut espérer. Il faut espérer pour qu'on soit toujours soumis. Donc, ils ne veulent pas partager la richesse là, pour que tout le monde soit soumis. Hein. Ils ne partagent pas la richesse. Donc, comme tu as fait, tu dis, mais allez m'asseoir au soleil. Au lieu de rester à la maison, tu prends l'eau glacée. Tellement que tu as chaud là, tu es obligé de prendre serviette, mettre l'eau froide dessus pour déposer sur ton frontanel. Quand ils arrivent, ils sont dans les voitures climatisées, ils arrivent, on met le parapluie, et puis on crie, oh, ils s'en vont. Les gens à qui même ils donnent l'argent pour vous partager 5 000 là. Lui, il prend, il fait son guet dedans, coupeur de route. Il vous donne 2 000, il prend 3 000. Vous, depuis le matin, vous êtes assis sur le soleil. C'est ce qu'il faut dans le pays là. On sait ça. C'est qu'à un moment donné, si il y avait un minimum de revenus, vous pensez que les gens vont sortir pour 5 000 francs. Ils vont se mettre au soleil pour 5 000. Tu arrives là, voilà, toi, tu n'as pas lu. Depuis le matin, tu es sur le soleil. 5 000, on t'a donné là. Tu dois payer les médicaments et ça en même temps. Il faut l'éducation des masses. L'éducation des masses. L'éducation des masses. En Europe ici, là. En Europe ici, là. Et les gens ont éduqué leur population. Les intellectuels ont joué leur rôle. Les intellectuels jouent leur rôle. Quand ils voient ce qu'on appelle les populistes, là, tu vas venir crier, pourquoi on va te louer comme tu es Dieu, là. On commence à dire que tu es un populiste. On dit, lui, c'est un populiste. Parce que tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de projet, tu veux faire du populisme. Tu veux dire ce que les peuples vont entendre, tout simplement. Tout cela pour doubler tout le monde. Voilà. Il faut du concret. Il faut du concret. Il faut du concret. Les gens souffrent. On ne peut pas être dans une société où 10% de la population mange à sa faim et puis 90%, eux, ils ont du mal à avoir 2 repas par jour. C'est ce sujet-là. Est-ce que le président a dit Dieu, le peuple et ma conscience? Quand on regarde Dieu là, est-ce que Dieu a dit ça? Non. Tu manges à ta faim et puis les autres ont faim. Est-ce que Dieu a dit ça? Non. Donc, mobilisons-nous ensemble pour pouvoir susciter ce vrai débat et que chacun puisse manger au moins 2 repas par jour. Voilà la volonté de Dieu. Que chaque Ivoirien puisse manger 2 repas par jour. Que le peuple puisse manger 2 repas par jour. Ces sujets-là, on abandonne tout. Et puis on est dans déjà... Bon, nous, on va arriver en 2020 là.
Ok, merci. Eh ben, je regarde, merci. On va regarder tous les jours. Tous les jours. Voilà, les gens sont là. On ne pense pas à eux. On est dans le populisme. On est dans le jeu. Votez pour nous. Votez pour nous. Votez pour nous. Mais ça fait 40 ans on vote pour vous. Est-ce que vous votez pour nous et ça fait quoi? Les hommes politiques, on n'a qu'à leur dire, on n'a qu'à voter pour nous et ça fait quoi? Parce que ça fait 40 ans, nos parents ont voté pour eux jusqu'à nous, on vote pour eux. On peut changer aussi. C'est toujours les mêmes, c'est les mêmes clans. C'est les mêmes clans. Donc si on peut changer un peu, c'est pas mal. Mais vous allez voir, ils vont dire que nous, ils vont dire qu'ils sont hier. Sarah Pekula, ma petite mère, je t'embrasse très très fort. Je t'embrasse très très fort. Donc vraiment, je pense qu'à un moment donné, on doit être beaucoup plus intelligent que ça. Et puis, voilà, je viens d'avoir, merci à Eba qui vient de m'envoyer la publication. Mais voilà, ma princesse a envoyé ma publication. Voilà, le fils de Bédier, on dit, le fils de Bédier a été nommé. Voilà. Toi, ton frère a été nommé. Le fils de Bédier, là, est-ce qu'il souffre? Qu'est-ce qu'il a fait? Avec tout ce qu'il a là, est-ce qu'il a besoin d'être nommé? On peut prendre des fils de pauvres qu'on peut mettre là-bas. Lui, au moins, il va nourrir au moins tout son village. Non. On prend les riches, on les met encore à la même place. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont plusieurs portefeuilles. Hein. Comme si dans le pays, il n'y a pas d'autres qui sont intelligents. C'est toujours le même. Il n'y a pas d'autres qui sont intelligents. Vous avez vu? Ils pensent que nous, ne sommes pas intelligents. Eux, ils pensent que nous, ne sommes pas intelligents. Non. Nous, là, réorganisons-nous autrement. Pour leur dire qu'on a des idées, qu'on n'est pas bêtes. Nous, on n'est pas des moutons. Ils doivent avoir le courage de dialoguer avec nous, de discuter avec nous. On doit leur forcer la main. Pour dire, nous là, on veut que les choses changent, que les choses évoluent. Voilà l'aspiration de la jeunesse ivoirienne. Prenez ça en compte. Voilà l'aspiration des femmes ivoiriennes. Prenez ça en compte. Ne regardez pas les femmes ivoiriennes, les femmes libres, les femmes audacieuses, comme des femmes qui ne respectent pas. Non. La femme ivoirienne, la femme audacieuse, c'est celle qui est libre. Et la femme libre, c'est celle qui doit participer à un vrai débat de société, à un débat dans la société. C'est celle qui doit prendre sa place dans la société. On ne peut pas faire de nous des femmes soumises pour dire qu'il faut qu'elles soient soumises pour qu'elles puissent être reconnues. Non, nous sommes des femmes insoumises. Nous ne sommes pas la France insoumise. Mais oui, on assume. Ces femmes rebelles un peu. Oui. La société en a besoin, et surtout la nôtre. Il y a trop de machos et il y a trop de misogynes dans la classe politique ivoirienne. Il faut des femmes libres, qu'elles puissent se lever, qu'elles puissent prendre la parole, qu'elles puissent exister. Elles puissent susciter le débat avec les hommes, pourquoi pas. Il faut qu'on fasse avancer les choses. Il faut faire bouger les lignes. Mes amis, Jason Ahmed Kamara, merci à toi. Voilà un peu l'entretien que je voulais avoir avec vous, pour vous dire que vous m'avez aussi manqué. Et je voulais interpeller certains gens sur les réseaux sociaux qui s'attaquent à Johnny Pacheco, qui font ceci et qui s'insultent mutuellement. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est de voir que Johnny Pacheco lui-même, il a sa soeur qui est à Paris, qui est en France. Quand elle vient sur Facebook, là, moi, Gouza Naounou, elle me traite de chienne en chaleur. La chienne en chaleur. Ça, c'est moi, ça. C'est la soeur de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, là, sa propre soeur. Et puis, ça va, il regarde, il est content. Lui-même, il est content. Mais aujourd'hui, là, je ne la vois pas insulter son propre frère. Pour lui dire que Johnny Pacheco, toi, tu es un fils de. Je ne la vois pas. Je ne vais pas prononcer ce mot-là. Je ne les vois pas. Mais c'est là que j'ai dit que la mentalité des gens. Les gens qui m'ont insulté là, les bêtés des Gagnois, je ne vous vois pas. Le tribalisme à un point, à un tel niveau, ils sont restés. Il y a d'autres qui font ça là. Vraiment, les bêtés des Gagnois là, ils nous ont déçus. Non, mais moi, vous ces hommes bêtés des Gagnois, vous êtes venus sur Facebook pour m'insulter avec grossièreté, pour insulter ma mère, pour me traiter de fille de pute, pour me traiter de chienne en chaleur. Votre frère des Gagnois aujourd'hui, là, vous avez fait combien de vidéos pour l'insulter, même chose pour lui dire fils de pute, chien en chaleur. Vous êtes combien à le faire? Il n'y a pas.
tellement que vous êtes ancré par votre tribalisme. 2020, on veut des candidats républicains qui respectent les valeurs de la République. On veut des candidats laïcs, des candidats républicains. On ne veut pas des candidats religieux. Ça, c'est un autre débat. J'ai observé dans la classe politique, c'est un autre débat. Je vois sur les réseaux sociaux ce débat qui oppose. Souvent, vous avez des chrétiens qui s'opposent aux musulmans. Notre pays, la Côte d'Ivoire, on ne va pas arriver aux guerres des religions. Hein. J'ai observé, j'ai noté. J'ai tout noté là. Mais le temps est tellement long qu'on ne va pas partir dessus. Mais je l'annonce. Ce problème de laïcité, on va en revenir. Tu as des débats, les Ivoiriens qui arrivent dans une espèce un peu de débat de religion, où d'autres camps se réclament d'être de telle religion, d'autres camps se réclament d'être de telle religion. En Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les partis politiques n'ont pas de projet. Ils vont venir à des trucs des religieux. Il faudrait que la République soit laïque. Et je le réclame toujours. Je dis, la laïcité est la valeur de la République. La laïcité est fondamentale pour la République. Il faut que les gouvernants, la classe politique, les politiques se détachent, quand ils sont dans leur rôle républicain, se détacher de leurs différentes religions. Ils doivent démontrer l'impartialité. Ils doivent être impartial. Dans tout ce qui concerne les questions des religions. Chacun pratique sa religion chez lui. Mais la République, elle est laïque. Nous avons frôlé une guerre civile comme le Rwanda. Nous avons frôlé une guerre civile comme le Rwanda. Il y a eu la guerre civile en Côte d'Ivoire, mais on a évité le pire. Les guerres des religions. Ça, c'est horrible et c'est terrible. Il ne faudrait pas qu'on arrive à ce genre de comportement dans notre société. Mes amis, comme Centrafrique, je parle pas forcément des guerres de religion, je parle du Rwanda, parce que au Rwanda, il y a eu ça. Les gens se sont affrontés. Quand prenons l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est à peu près comme des gens qui vivaient ensemble, qui se sont entretués. Voilà. Et puis la guerre a explosé, on a massacré d'autres. Pourtant, ils ont tous vécu ensemble. Mais on a évité tout ça là. On a vécu tout ça. On a évité le pire, le chaos. Ne venons pas, déjà on n'arrive même pas à réconcilier les Ivoiriens. On n'arrive pas à réconcilier la Côte d'Ivoire. On n'arrive pas à construire la paix durable. Si, avec tout ça, on va rajouter guerre des religions dessus, c'est que tout ce que Ouattara aurait construit là, ça va tomber à l'eau. C'est-à-dire on va reculer encore. Donc, il faut que chaque citoyen soit un acteur de citoyenneté. Parce que la citoyenneté, c'est d'emmener les citoyens à se dépassionner de la politique. Les citoyens à se dépassionner de la politique. Amenons les citoyens à se dépassionner de la politique. La passion politique provoque des guerres civiles. La passion politique provoque des guerres civiles. La passion politique provoque des guerres civiles. Soyons passionnés par le développement humain, par le développement de la société, par l'avancée de l'égalité, par l'avancée de l'éducation, par l'avancée de la santé. Soyons passionnés par ces sujets de société et non passionnés par des personnages politiques. Mes frères, à vous tous, je vous souhaite un Koroski, une très très belle soirée. Il est 20h07. Voyez, voilà. On est resté longtemps ensemble. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont suivi ce live. Je vous dis à très très bientôt. On se verra d'ici peu. On continuera ensemble d'évoquer les sujets d'actualité, voilà, d'avancer dans le débat et que j'espère qu'on sera à la hauteur de l'attente de la plus grande majorité des Ivoiriens, c'est-à-dire l'éducation pour tous, la santé pour tous, le bien-être pour tous, le revenu minimum pour chacun, pour tous, le logement pour chacun. On arrivera à l'éducation des masses. La priorité est que 2020 soit une année de vrais débats, de débats de société, des débats de projets, une année de dialogue, une année de construction et de consolidation de la vie politique, une année où la démocratie respire.
Voilà, à vous tous. Très belle soirée. Je vous dis à très très bientôt. Merci à tous. Bye bye. Je vous salue. Merci à tous. Merci Assis. Merci à toi. Merci. Merci à Châteaulet. Je t'embrasse très très fort. Hé, c'est Hindou. T'as vu, il est resté longtemps là aujourd'hui avec moi. Salut à toi, mon frangin. Merci à Alassane. Zana Traoré, merci à toi. Siaka Doumia, merci à toi. Léonie Yobo, merci à toi. Merci à vous tous. Merci. Alors, la joie d'os dessous, merci à toi. Courage, mon frère. Courage, courage, courage. Vraiment, que Dieu, que Allah te garde. Merci, bisous. Laure, Chloé, bisous. Je t'embrasse très, très fort. Merci à toi. Merci, Nyolo, merci beaucoup. Merci à vous tous. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye, à bientôt.